RCF Charente. Le sens de l'éco. Une formation à l'économie, à la lumière des valeurs sociales chrétiennes, proposée par Philippe Senot, professeur agrégé d'économie, et Jean-Louis Ney, journaliste. Aujourd'hui, la croissance. Le sens de l'éco. Nous avons vu dans les précédents épisodes ce qu'est l'économie et plusieurs façons de l'aborder. L'approche libérale où tout repose sur l'initiative individuelle et la liberté totale d'entreprise. L'approche keynésienne où l'État joue un rôle puissant de régulateur et d'orienteur de la vie économique, jusqu'à l'approche totalement dirigiste dont le stade ultime a été l'exemple de l'Union soviétique depuis 1917 jusqu'aux années 1990. L'objectif de toutes ces théories et de toutes ces stratégies est, nous disent les économistes, de viser une utilisation optimum des ressources. En d'autres termes, l'objectif c'est de créer le plus de richesses possible pour améliorer le niveau de vie des êtres humains. Et ceci passe par un mot dont on entend tous parler en permanence, la croissance. Le taux de croissance serait ainsi l'alpha et l'oméga de toute politique économique. Mais Philippe Senot, au juste, c'est quoi la croissance ? Alors la croissance, c'est ce que vous venez de dire, c'est l'augmentation du produit par un pays. Alors on parle du produit intérieur brut, c'est-à-dire de ce qui est produit à l'intérieur d'un espace géographique, par exemple la France, où le produit national brut, à peu de choses près, c'est pareil, c'est-à-dire que là, est comptabilisé ce qui est produit par ce qui est français, y compris à l'étranger, mais on retire ce qui est fait par l'étranger en France. Donc ça permet de mesurer la richesse, l'ensemble des valeurs ajoutées, c'est forme le PIB. Pour être plus précis et plus concret sur la définition du PIB, comment est-ce qu'on mesure ce PIB ? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est l'exemple typique de faux problèmes lorsqu'on critique après la croissance en disant « mais les ressources sont trop rares, il faut arrêter de produire des biens ». Mais la production, le PIB, ce ne sont pas que des biens, c'est même maintenant secondairement des biens. L'essentiel des Français, plus de 70% des Français, travaillent dans le tertiaire, c'est-à-dire les services. Donc, qu'est-ce qui mesure le PIB ? Le PIB, ça va être la valeur d'une maison qui est construite, là c'est du matériel, une machine qui est construite, c'est du matériel, un produit agricole qui est fait, c'est du matériel, mais après ce sont les services. Quel est le PIB du professeur qui fait un cours ? Il produit rien, si ce n'est qu'un cours, c'est-à-dire quelque chose d'immatériel. Quel est le PIB d'une femme qui vient aider une personne handicapée ou qui vient simplement soigner quelqu'un à l'hôpital ? Il ne fabrique rien. Donc, par définition, le PIB, ça mesure tout ce qui est produit. Alors, comment on mesure les productions de ce qui est immatériel ? Simplement, on considère que le montant du salaire, c'est la valeur de ce qu'il produit. C'est-à-dire que tous les salaires des professeurs, tous les salaires des infirmières, tous les salaires des aides sociales, ça augmente le PIB. Donc, lorsque l'on dit « il faut surtout pas de croissance parce qu'on n'a plus assez de pétrole, de charbon et autres », on peut avoir une croissance sans utiliser des ressources rares, en augmentant les services, en améliorant la qualité de vie, les rapports humains, les contacts de santé, etc. Et ça change complètement la façon de voir cette notion de croissance et de décroissance. Il faut simplement rendre une croissance plus humaine et autrement plus durable. Pour aller au bout de votre logique, est-ce qu'on peut dire qu'un acteur de théâtre crée du PIB ? Oui, tout à fait. Un acteur de théâtre, à partir du moment où il y a un public qui vient, qui paye un service, il fait le PIB. Pareil pour celui qui fabrique des produits simplement artisanaux et qui va vendre. Par contre, le jardinier qui produit ses tomates et qui va consommer n'augmente pas le PIB puisque ça n'arrive pas sur un marché, c'est pas comptabilisé. C'est pour ça que le PIB est un mauvais indicateur. Ça ne recense pas tout ce qui est travail au noir, tout ce qui est marché interne, c'est-à-dire le jardinage, tout ce qui est mafia, tout ce qui est trafic. Donc le PIB, par exemple, pour vous donner un exemple, la Colombie, le PIB réel de la Colombie est estimé à presque le double du PIB qui est donné dans les chiffres. Ça voudrait dire que les narcotrafiquants font la moitié du PIB. Voilà, alors. Et que la plupart des gens après, parce qu'il y a des retombées indirectes, quand l'argent est blanchi, les Colombiens vivent mieux, malheureusement, il faut le dire, grâce aussi à tous ces trafics qui augmentent la richesse nationale.
D'accord. Même si c'est pas moral. Mais on a vu dans une précédente émission que même si l'économie pouvait être morale, elle ne l'était pas toujours. C'est par exemple très bizarre. Prenez les inondations qui viennent d'avoir lieu en Belgique, en Allemagne. C'est génial pour la croissance. Il va falloir reconstruire des routes, reconstruire des maisons. Une bonne guerre, ça remet de la croissance. Regardez les 30 Glorieuses. C'est-à-dire que parfois la croissance, il faut bien voir que ça augmente la production, mais ça peut être lié à des drames humains. Et alors sans parler de mort, mais un bon accident de la route, si vous mettez un carambolage avec 40 voitures qu'il faut changer, c'est une augmentation de 40 voitures de production. Donc là, le PIB n'est vraiment pas moral. Voilà. Non, mais c'est à l'extrême. Mais c'est pour montrer que la notion de croissance, c'est pas une notion facile à aborder. Voilà. Et alors, on peut dire aussi que pour être comptabilisé dans le PIB, il faut qu'à un moment ou à un autre, ce qu'on produit passe par une phase monétaire, soit monétisé à un moment ou à un autre. Il faut que ce soit comptabilisable, voilà. Pour qu'on puisse y avoir un compte. Voilà. Alors, la croissance, donc ça veut dire que si on a de la croissance, on a plus de richesse, en théorie. Est-ce que c'est suffisant pour être une vraie motivation de l'action économique ? Oui, on peut dire qu'il y a même un véritable mythe. Vous le disiez en introduction, la croissance est considérée, prenez les programmes politiques, vous promettez 4, 5, 6% de croissance, l'élection est toute tracée. Donc c'est vrai qu'il y a un véritable mythe. Pourquoi ? Parce que la croissance est objectivement bonne. Ça améliore le niveau de vie général. Il suffit que vous regardiez en 100 ans le niveau de vie des Français. Et il y a maintenant, et puis en 1920, vous vous rendez compte que la durée du travail a été divisée par presque 2. Ils ont des congés payés, ils ont 5 semaines de congés payés, ils ne l'avaient pas avant. Ils ont des loisirs largement possibles, un revenu qui est largement fort. On parle de misère, mais objectivement, c'est absolument honteux de parler de misère en France. Qu'on regarde dans d'autres pays, là, on peut parler de misère. Alors, il y a des îlots de pauvreté, c'est vrai. Mais la misère, il faut voir ce que c'était, ne serait-ce qu'au début du siècle. Quelqu'un qui était au chômage, c'était une véritable catastrophe. Quelqu'un qui était vieux, c'était une véritable catastrophe. Pas de régime de retraite. Vous n'aviez, dans l'Orne, mon département, dont je suis originaire, en 1962, recensement, 70% des Ornais avaient les toilettes au fond du jardin et n'avaient pas de l'eau courante. Donc, il faut rappeler le bien-être que nous avons maintenant. Nous appuyons sur un bouton, 99% des Français ont une machine à laver, ont l'eau courante, ont des toilettes, ont des sanitaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans un grand confort, mais qu'on ne parle pas de misère, c'est par rapport aux pays qui sont dans la misère, quelque chose qui est choquant. Moi qui ai eu la chance d'aller dans des pays pauvres, dans des actions humanitaires, je suis toujours horrifié de voir les Français parler de misère chez eux, parce que c'est pas cohérent. On reparlera tout à l'heure pour savoir si le bien-être matériel rend heureux. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Par contre, si la croissance a une telle importance dans le discours des politiques, et aussi, je pense, dans le souci des Français, parce qu'ils sentent bien intuitivement que c'est important pour eux, il y a un autre élément dont on parle beaucoup dans le discours politique, c'est l'emploi. Et j'ai envie de vous demander quel est le lien entre la croissance et l'emploi ? Il est très lié. Le PIB, par définition, crée l'emploi. C'est ce qu'a montré Keynes. À condition, il y a une équation toute simple. PIB, c'est-à-dire la croissance, moins la productivité égale emploi. C'est-à-dire si vous êtes 100 personnes dans une entreprise, mais que la productivité augmente de 2%, et que vos commandes augmentent de 2%, vous n'aurez pas de création d'emploi. Par contre, si les commandes augmentent de 4% en valeur et que votre productivité n'augmente que de 2%, donc plus la croissance est forte, plus l'emploi sera fort. Donc c'est vrai qu'il y a une relation mathématique, plus la croissance est forte, plus l'emploi sera élevé. Est-ce que tous les types de croissance sont équivalents ? Parce qu'on pourrait imaginer une croissance qui ne soit alimentée que par la hausse de la productivité et du coup fasse baisser l'emploi, après tout. Non, parce que la productivité crée des emplois. La hausse de la productivité a des effets, il faut voir, qui sont des effets à plus long terme. C'est-à-dire qu'une hausse de la productivité, par exemple, diminue le prix du produit. Diminuant le prix du produit, vous en vendez plus.
On revient à la loi de l'offre et de la demande et l'équilibre par les prix. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux de la productivité, qui marche jusqu'au moment où le marché n'est pas saturé. C'est-à-dire que là, voilà l'exemple typique, ou comme ça s'est passé à la fin des années 20, ou comme ça se passe à certaines entreprises actuelles, lorsque votre productivité tout d'un coup augmente, mais que la demande n'augmente pas, dans ce cas-là, il y a destruction d'emplois, puisqu'il y a trop de travailleurs par rapport à la demande qui est faite. Et on en vient à ce qui est l'inverse de la croissance, c'est-à-dire la récession. Voilà. Qu'est-ce qui provoque la récession? Alors la récession, ce qui provoque, c'est la saturation d'un marché. Première raison. Donc, lorsque vous avez, par exemple, bon, là, il y a heureusement les progrès techniques nouveaux comme la voiture électrique, mais imaginez tout d'un coup, s'il n'y avait pas sans arrêt ces petits progrès, tout le monde ayant une voiture, s'il n'y avait pas de progrès technique, on ne la changerait pas, et à un bon moment, toute l'industrie automobile s'effondrerait. Donc, la saturation des marchés est la première raison. La deuxième raison, ça peut être un ralentissement tout d'un coup du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, si tout d'un coup, il y a du chômage quelque part ou des activités comme la pandémie, tout d'un coup l'épargne qui augmente, vous avez moins d'acheteurs et les entreprises vont faire faillite. Et donc c'est du chômage. On le voit chez les commerçants, les restaurateurs actuellement. Donc vous avez plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce retournement, mais d'une manière générale, c'est lié à un cycle qui est lié au progrès technique, à l'activité économique et à la psychologie. Comment sortir de la récession? Alors c'est le rôle de l'État. L'État doit... On en revient à Keynes. On revient à Keynes, on revient à deux choses. Il faut stimuler la demande, c'est-à-dire recréer de l'activité en faisant des routes, en distribuant de l'argent, en embauchant des fonctionnaires. Donc on distribue des salaires et donc des consommations. Et dans la psychologie, c'est-à-dire qu'il faut agir. L'épargne est considérée comme mauvaise chez les keynésiens, contrairement aux libéraux, où c'est toujours bon. Chez les keynésiens, il faut absolument baisser la rémunération des taux d'intérêt. Il faut absolument que les gens consomment. Et lorsque vous avez actuellement une baisse de la rémunération, du plan d'épargne, logement, etc., c'est rien d'autre qu'une volonté de relance. C'est pas pour embêter le contribuable, c'est parce qu'on veut que le contribuable n'épargne pas, mais consomme. La fourmi est l'ennemi du keynésien. Tout à fait. Dangereux. Par contre, pour les libéraux, c'est très bien, puisque ça permet d'accumuler de l'argent pour pouvoir investir. Donc c'est vraiment deux visions différentes. Alors, quels sont les facteurs qui permettent de dynamiser la croissance ? Alors, ce qui dynamise la facteur, c'est plusieurs choses. C'est les facteurs de production. C'est-à-dire, s'il y a croissance, c'est que les facteurs de production augmentent. Alors, c'est quoi les facteurs de production? Il y en a trois, essentiellement matériels, et puis un qui est immatériel. Donc, il y a la population, ce qu'on appelle le facteur travail, donc le nombre de main-d'œuvre, le nombre de bras. On a bien vu que quand la population augmentait, par définition, ça dynamisait l'économie. C'était le cas des 30 Glorieuses où le baby-boom a dynamisé parce que plus d'acheteurs, etc. La deuxième chose, c'est la qualité de cette main-d'œuvre. Si elle est plus éduquée, si elle est plus formée, en meilleure santé, par définition, sa productivité augmentera et elle produira plus. Donc c'est le cas de l'éducation. Le fait que l'éducation augmente dans nos pays, notamment nos pays riches, augmente la productivité. Par exemple, quand on fait passer dans un pays pauvre de l'analphabétisme à une éducation primaire, la productivité augmente de 75%. Quand on arrive au niveau du bac, ça n'augmente plus que de 23%. Mais par contre, quand on passe à l'enseignement supérieur, la productivité et l'employabilité augmentent de 130%. C'est-à-dire que plus l'augmentation de l'éducation se fait, plus la croissance est forte. Et puis, il y a le progrès technique qui, par définition, donne des produits nouveaux, donne des productivités nouvelles. Et puis après, il y a tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire ce fameux résidu. Vous parliez de Malinvaud l'autre jour. Ce petit résidu, c'est-à-dire cette façon de gérer les choses, de motiver le personnel, de planifier, d'avoir zéro stock, et ainsi de suite, qui va améliorer la croissance et la production. Là, on est dans l'optimisation des facteurs de production. Tout à fait, voilà. Mais qui joue pour presque entre le tiers et la moitié des facteurs de production. Vous parliez tout à l'heure de l'importance du niveau d'éducation et de compétences dans l'employabilité. On peut dire que l'éducation est un investissement. C'est un investissement, d'ailleurs. Immatériel. Complètement. On voit le coût.
On voit le coût pour, par exemple, un médecin. On sait qu'un médecin, c'est presque 300 000 € que ça coûte à la société. Alors après, ça fait partie justement des débats. Une des questions fondamentales à l'heure actuelle, c'est de dire, mais finalement, il coûte cher à la collectivité. Or, il y a des déserts médicaux. Est-ce qu'ils ne doivent pas au moins 5 ans, au début de leur carrière, à aller dans des endroits où il n'y a pas de médecin? C'est une des questions actuelles, par exemple, où on peut mettre en même temps de la morale par rapport à la notion de gratuité, études gratuites, universitaires, gratuites, où ils ont même des rémunérations, mais c'est logique par rapport à leur tâche travail d'interne, quand ils sont internes. Mais est-ce qu'ils ne doivent pas quelque chose, à la limite, à la société après ? Et ça, c'est pas... Oui, donc c'est toute l'histoire des déserts médicaux où on a envisagé pendant un certain temps de dire, puisqu'on vous a formé, c'est l'État qui vous a formé, vous devez rendre quelque chose à l'État. Mais c'est une vraie question qui est posée actuellement. Moi, je le vois comme élu, où on est prêt à embaucher, nous, à payer des bourses pour des étudiants qui accepteraient de devenir médecins dans notre département rural, à condition que vous engagez à signer un contrat pendant 5 ans ou 10 ans à être dans telle zone. Voilà des exemples concrets qui montrent que l'investissement n'est pas toujours matériel. L'investissement, ça n'est pas que des machines. Et donc l'éducation en est un excellent exemple. Le sens de l'écho. Philippe Senot, Jean-Louis Ney. Ceci étant, jusqu'à présent, la croissance nous a permis, à nous occidentaux, de jouir, on va dire, d'un niveau de vie et d'un bien-être matériel jamais connu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et pourtant, c'est dans nos pays occidentaux qu'il y a le plus de suicides. Est-ce que la croissance rend heureux ? Voilà, c'est une vraie question. C'est-à-dire la croissance, mais pourquoi ? Et effectivement, quand vous reprenez les statistiques, moi, il y a quelque chose qui m'alarmait toujours, et j'en étais témoin avec mes élèves pour leur en parler. Quels sont les pays qui utilisent le plus de calmants, d'euphorisants, de drogues, d'alcool, etc. Ben, c'est les pays riches. Donc, c'est les pays riches où il y a une sorte de mal-être paradoxal. C'est-à-dire qu'on a tout pour être heureux et puis visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire que la croissance améliore le bien-être, améliore la richesse. Est-ce que c'est pour ça qu'on est plus heureux ? La réponse ne va pas du tout de soi. Et c'est toute la différence entre réussir la vie, réussir dans la vie ou réussir sa vie. Et là, ça rentre dans des problèmes beaucoup plus complexes où on rentre dans de la philosophie beaucoup plus que de l'économie. Et alors, on peut se poser la question, avec l'exemple qu'on donnait tout à l'heure de l'éducation, est-ce qu'il y a différents types de croissance ? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'orienter la croissance vers des biens producteurs de bonheur ? Sans aller jusqu'aux grandes idées qu'il y a eu il y a quelques années de bonheur intérieur brut, etc. Mais se dire, il y a une croissance qui fabrique des voitures, des machines à laver, etc. Et il y a une forme de croissance qui peut fabriquer du savoir, de la culture, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un État régulateur régule la croissance dans le sens de biens immatériels qui rendent heureux ? Alors, l'État peut contribuer. Mais si l'État le fait complètement à ce niveau-là, ça devient un État totalitaire. C'est-à-dire on revient au marxisme. On revient au marxisme. Ce qu'il faut, c'est que ce soit les gens qui, au départ, la population, leur demande, soit une demande de biens immatériels. On peut forcer un jeune à faire tel métier. C'est le cas en Union soviétique ou dans le régime socialiste. On disait, toi, tu seras médecin. Ah ben, je voulais faire... Non, tu seras médecin. Point. On en a besoin d'un ici. En France, c'est pas le cas. Mais par contre, c'est à nous à proposer après, dans l'éducation, dans la formation, la manière d'attirer par des salaires peut-être plus intéressants dans tel ou tel métier, par des conditions de travail, vers des métiers qui permettent de se réaliser et d'être heureux. Après, il y a aussi des conditions, c'est-à-dire qu'on peut obliger certaines productions à ne pas se dérouler sous cette forme parce que ça pollue, parce que ça détruit la nature, parce que ça fait du bruit. Donc l'État peut réguler. Mais moi, je serais contre un État qui oblige, qui organise un État où on serait heureux. C'est grosso modo le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Moi, ça me ferait très peur. Je préfère quand même une notion où nous sommes libres. Alors par contre, après, c'est vrai qu'on peut orienter. Il y a des choses aberrantes. On continue à former dans des facultés des élèves à des bac plus 4, bac plus 5, dont on sait pertinemment qu'il n'y a pas de débouché. Là, c'est en manque de courage politique. Il faut oser le dire. Après, celui qui est vraiment motivé, il doit le faire. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a un
un rêve, il ne faut pas qu'il ait de regrets, mais il ne faut pas les tromper. Or, on trompe actuellement beaucoup de jeunes avec certaines formations qui ne débouchent objectivement sur rien, et d'autres formations techniques qui peuvent déboucher sur des métiers tout à fait intéressants ne sont pas valorisées. On parle beaucoup maintenant de décroissance. Certains prônent la décroissance pour protéger la terre, la nature, etc. C'est peut-être excessif, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même se poser la question de savoir si la croissance infinie est possible dans un monde qui, lui, est fini ? C'est aussi une très bonne question. Alors, ça a commencé en 70 avec le fameux rapport du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui a mis sur 2 ans des milliers d'équations sur la pollution, le capital, les ressources matérielles, l'évolution de la démographie, etc., et qui concluait en 1972 que dans 30 ans, c'est-à-dire en 2002, la planète retournerait à l'âge des cavernes si on n'arrêtait pas tout de suite la croissance zéro. Donc les économistes se trompent parfois. Ah bah complètement. Et l'exemple typique, c'est sur les matières premières. En 72, on disait les réserves de pétrole, il y en a pour 20 ans. On n'a jamais eu autant trouvé. Bon, parce qu'avec les techniques, on peut aller plus loin, plus profondément, d'une autre manière, bon, etc. Ceci dit, derrière ce problème de la décroissance, il y a une vraie question. La population est de plus en plus nombreuse. Nous avons des ressources quand même logiquement relativement limitées. Même si on recycle, même si on récupère, il y a une vraie question à se poser. Et c'est qu'il ne faut pas limiter la croissance ou limiter en tout cas certaines productions de type industriel qui utilisent des ressources rares. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème notamment chez nous où nous avons tout a priori pour être heureux. Et c'est là où, par exemple, l'Église est elle-même prophétique en proposant, moi c'est une expression que j'adore, proposant aux chrétiens une sobriété heureuse, c'est-à-dire se satisfaire déjà de ce que l'on a, ne pas regarder et réclamer ce que l'on n'a pas et qui finalement nous entraîne dans une course-poursuite au travail supplémentaire en oubliant sa vie personnelle, sa vie familiale et sa vie intérieure et simplement profiter de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est simple. Et je crois que là, c'est une vraie question qui est posée. C'est pas la décroissance, parce que décroissance, c'est une méfiance vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis même de la création. Il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Pourquoi empêcher en plus les pays pauvres actuellement d'avoir un niveau de vie comme le nôtre? Il n'y a aucune raison. C'est quelque chose qui serait moralement insoutenable. Mais en même temps, il y a aussi un vrai débat. Est-ce que dans les pays riches, on ne pourrait pas se satisfaire, nous, un peu moins, pour moins polluer déjà, et puis pour permettre aux pays pauvres de profiter de ces biens-là, et nous, d'avoir d'autres choses. Donc, plutôt que de décroissance, parler d'un partage de la croissance, d'une certaine à l'échelle planétaire, là, on parle. Et d'une autre croissance. Un partage de croissance, et pour nous, déjà, d'une autre croissance qui serait, où il faut retrouver ce que les pays pauvres ont gardé, que nous, on a perdu, c'est le rapport humain. C'est-à-dire que lorsqu'on voit que la société plus globalisée nous a rapprochés mais ne nous rend pas frères, disait Benoît XVI, c'est exactement ça. Avec Internet, avec les moyens modernes, on n'a jamais été aussi proches, mais on n'a été jamais aussi éloignés les uns des autres en termes de véritables rapports humains. Moi, mon combat de mon dernier mandat, ça a été de me battre avec la préfecture pour que les services publics puissent être joignables au téléphone. Essayer de demander à un immigré ou à un pauvre ou une personne âgée d'essayer de joindre maintenant Pôle emploi, la CAF ou simplement la préfecture pour son permis de conduire, c'est quasiment impossible. Et moi, je le faisais parce que j'ai des téléphones directs en tant qu'élu, mais c'est pas normal. C'est quelque chose qui est absolument scandaleux, à mon avis. Je l'ai dit au préfet plusieurs fois, mais c'est une tendance moderne. Il faut numériser, numériser, numériser. On laisse des personnes sur le bord de la route. Nous, on pourrait récupérer l'aspect humain qu'ont gardé les pays pauvres. Voilà. Et là, créer peut-être des emplois dans des domaines immatériels qui ne soient pas de l'immatériel Internet. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Donc, après la croissance, on va essayer de s'intéresser dans notre prochain épisode à des exemples concrets de croissance en racontant l'histoire du décollage économique, des modèles de décollage économique dans plusieurs pays différents, au Japon, en Russie et puis aujourd'hui en Chine.